Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S904 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 octobre 2024. Cette émission vous est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innove et accompagne les professionnels, les créateurs et tous les amoureux d'images. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Alexis Rosenfeld pour cette discussion au coin du feu. Capacité d'émerveillement, partage, passion sont des mots qui reviennent souvent dans la bouche des gens qui te connaissent bien. Il y en a un autre qui te définit plutôt bien, c'est le terme aventurier. L'humoriste Guillaume Meurice, qui t'a accompagné sous l'eau, raconte comment il te perçoit et se souvient de la première fois qu'il a vu un requin à tes côtés. Alors, le cas Alexis Rosenfeld. Comment je le connais, cet Alexis Rosenfeld? Parce qu'il est venu voir mon spectacle il y a quelques années au Festival d'Avignon et qui m'avait écrit un message juste après, puis on a dû sympathiser petit à petit. Et c'est lui qui m'a initié à la plongée, parce que c'est la première fois que j'ai fait de la plongée bouteille. C'était avec lui dans les calanques, dans ses calanques, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il connaît le coin par cœur. Moi, je faisais pas mal de snorkeling, j'ai toujours bien aimé avoir la tête sous l'eau et regarder les petits poissons, mais j'avais jamais tenté l'expérience de descendre un petit peu plus profond. Et donc, c'était avec Alexis, et c'était un énorme kiff. Évidemment, c'était en plein été, il faisait chaud, alors malheureusement pour les mers, parce que maintenant on appelle ça les canicules marines ou sous-marines, mais il faisait très chaud, on n'avait même pas plongé en combinaison tellement l'eau était bonne. Et c'était c'était incroyable, puis c'était incroyable de le faire avec lui, parce que c'est un mec qui te met en confiance très rapidement, et puis tu sens qu'il maîtrise un petit peu le sujet, eu égard au fait que c'est son métier depuis pas mal d'années. On a vadrouillé un petit peu sous l'eau, c'est une super expérience. Depuis, j'en ai fait un petit peu ailleurs, je lui ai fait des infidélités, j'étais à La Réunion. Et puis, quand il a monté sa mission Sardine Run pour l'UNESCO, donc cette énorme migration de sardines au large de l'Afrique du Sud, il m'a dit « Mais pourquoi tu viendrais pas avec moi sur le bateau quand tu veux, le temps que tu veux, et je t'amène voir un phénomène extraordinaire où tu verras des dauphins, des requins, des fous du Cap qui plongent. Enfin bon, c'est assez spectaculaire évidemment. C'est le truc le plus spectaculaire que j'ai vu d'ailleurs. Et des baleines, évidemment, j'en oublie les plus les plus gros animaux qu'on a croisés là-bas. Et j'ai plein de souvenirs incroyables, et notamment la première fois que j'ai vu un requin. Alors moi, la première mise à l'eau en Afrique du Sud, j'étais vraiment assez flippé. J'étais pas flippé avant, mais dès que je me suis retrouvé dans l'eau, il y avait vraiment zéro repère. Tu vois pas le fond, tu vois pas, évidemment, il y a aucun récif, il y a rien. Et puis t'as des animaux de partout. Donc c'est à la fois très très beau et très très terrifiant. Mais après le fait d'être avec Alexis, voilà, ça me rassure. Dès que je l'avais en visuel, je me disais bon, a priori, il peut rien nous arriver. Et évidemment, je restais toujours près de lui. Et il y a un moment où il passe derrière moi et je me dis bon, j'ai du mal à ranger un tuyau. Il est en train de bidouiller dans mon gilet. Et je sens qu'il me retourne dans l'eau, qui me fait pivoter dans l'eau pour me montrer quelque chose. Et là, je me retrouve face à face avec un requin. Alors, je crois que c'était un requin bronze ou requin cuivre, je crois qu'on les appelle. Il y a deux manières de les nommer. Et ouais, ma première rencontre avec un requin, voilà, c'est Alexis qui nous a présenté. Et c'était très majestueux. Ça m'a pas fait peur, ça, pour le coup. C'est plutôt un animal, en tout cas, qui a l'air très placide sous l'eau. Donc, faut pas aller lui taquiner les moustaches non plus. Mais voilà, Alexis a fait l'entremetteur entre moi et le monde des requins. Et le monde sous-marin en règle générale. Et vraiment, je suis très reconnaissant envers lui de m'amener dans ses aventures. Alors je précise que Guillaume Meurice a repris du service sur Radio Nova et que vous pouvez écouter son émission qui s'intitule La Dernière tous les dimanches sur la fréquence de Nova et en podcast. Alexis, tu te souviens de ce moment où tu as créé la rencontre entre un humoriste et un requin? Oui, je m'en souviens très bien parce qu'il était concentré sur, je crois que c'était un banc de sardines où il se passait strictement rien, mais il était fasciné par quelque chose où il ne se passait rien. Et il y a un requin qui a chargé un peu dans les palmes de Guillaume. Donc je suis allé juste un peu protéger les palmes parce que
je tiens à ses palmes. C'était un requin bronze alors ou cuivre? Ouais, c'était un requin bronze, oui, qui Ouais. était bien fat, mais voilà, qui était juste curieux. Mais en fait, j'étais plus inquiet de la réaction de Guillaume s'il s'en apercevait seul que, que de la présence du requin qui était là par curiosité. En tout cas, il n'était pas avare de mots te concernant sur le cas Rosenfeld, comme il le dit Oui, il aime bien lui-même. dire le cas Rosenfeld. Voilà, et Mais il aime bien dire le cas en général. Ça permet de caractériser Mettre les choses dans des cases. les humains. En tout cas, il te voit comme le premier aventurier qu'il côtoie. C'est ce qu'il nous a confié. Tu te vois ainsi Non. comme un aventurier, un explorateur? Non, aventurier, non. Je sais qu'il aime bien ce mot-là, ça l'excite un peu. Mais je sais qu'il aime bien ce mot-là. Moi, je l'aime pas tellement parce que l'aventure, c'est peut-être un petit peu le raté de ce qu'on fait. L'exploration, oui, complètement. L'exploration, c'est la curiosité. C'est d'aller en quête de connaissances et de savoir. C'est de la curiosité acerbée, l'exploration. L'aventure, c'est quand cette exploration vire un peu au cauchemar et où il y a une embrouille et ça devient de l'adré. Et moi, je suis pas en quête d'adré, ça ne m'intéresse pas. Si je veux de l'adré, je vais faire un saut en parachute, un saut à l'élastique, du bobsleigh. Ou là, quand je suis dans l'eau, non, je n'en veux pas. Pour certains, plonger au milieu des requins, ça peut être de l'adré, comme tu C'est dis. pas la recherche. Moi, j'ai pas du tout envie de ça en fait. Je recherche pas ça. Voilà, l'aventure, il y a une notion d'adrénaline et de mise en danger. Et dans tout ce que je fais, les gens qui m'accompagnent, les membres de l'équipe, il y a pas cette recherche de dire ouais, on est des super héros, on va je sais pas quoi, plonger très profond, plonger sans masque et sans détendeur avec 20 000 dauphins. Ah non, mais là, effectivement, on n'est pas du tout dans ce tout registre-là, là-dedans. bien sûr. Donc voilà, et l'aventure pour moi, c'est Red Bull et c'est d'aller chercher ça. Et j'en ai pas le souhait. Dans ta présentation, on a évoqué le fait que tu as travaillé à un moment donné aux côtés du commandant Cousteau. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de côtoyer ce grand monsieur? Et est-ce que ça a un impact encore aujourd'hui sur la manière dont tu conçois et réalises tes missions, on va dire? Oui, ça a changé énormément de choses. Lui, il a déjà changé beaucoup de choses dans notre monde. C'est-à-dire que c'était, je dirais, le premier influenceur. Cousteau, il avait tout compris, hein, à la fois sur sa mise en scène, sur Le personal branding. sur son branding, sur les histoires qu'il racontait, sur l'incarnation de ses missions, sur la vie de son équipe. Il a inventé des objets ou des outils pour travailler différemment. C'était un gars, voilà, le commandant Cousteau, il est iconique. C'est waouh, c'est limite un personnage de Marvel et un super-héros pour moi, Cousteau. Ce qu'il m'a permis de réaliser, c'est de comprendre très rapidement que je pouvais quasiment tout faire. Quasiment. C'était inatteignable le fait d'aller chez Cousteau. Inatteignable. Tout le monde voulait aller chez Cousteau. Lui n'était pas accessible, ou très peu. Et j'ai réussi à y aller. Voilà, parce que j'avais un peu les copains, beaucoup de culot et vachement d'audace. Et c'est cette audace qui m'a permis d'embarquer sur Alcyone, sur cette mission L'île des Esprits, où je suis resté quelques mois à Madagascar avec toute l'équipe, John notamment, dont on parlait tout à l'heure, qui est à l'origine de la fondation John Jackson. John Jackson. Il y avait François Sarano aussi, Il y certainement. avait Sarano, oui, bien sûr. Il était le chef de mission, Sarano. Puis c'était des rencontres avec des personnages de légende. François en fait partie. Et il le raconte très bien. Et lui, il a vécu pendant 10, 15 ans, peut-être 20 ans avec Cousteau. Moi, j'ai fait une mission qui était exceptionnelle. Puis c'était super de rencontrer, de rentrer dans le petit écran et de vivre cette histoire qui était l'histoire de l'homme au bonnet rouge, de l'homme qui parle au dauphin, de l'homme qui invente
probablement une partie de la plongée et surtout qui donne ce goût à tellement de gens d'aller explorer et de vouloir protéger l'océan. C'était un des premiers lanceurs d'alerte pour moi avec Tazieff, Herzog, Paul-Émile Victor. Voilà, c'est des grands bonhommes de l'exploration, mais ce ne sont pas des aventuriers. Et toi, tu as l'air d'avoir le sens de la camaraderie aussi, ou en tout cas la volonté de partager tes expériences, puisqu'on l'a entendu, tu as amené Guillaume à tes côtés, et tu as surtout, on a l'impression que tu n'es jamais blasé, que tu es toujours dans la position un peu du gosse, qui a une capacité à être émerveillé. Ça devient d'où tout ça? Moi, je crois que ce sont les rêves. C'est cette envie de rêver, de rêver la nuit et de rêver les yeux ouverts et de transformer ce que j'ai fait la nuit en réalité le jour. C'est juste ça. Mais parce que le terrain de jeu est illimité. Sur le partage, c'est parce que c'est sympa de faire ça en bande. Et c'était ça à l'origine, c'était de dire on fait en bande et en bande on se marre, on partage des choses, on peut comprendre plus vite, on peut s'aider aussi, et c'est en étant en bande qu'on grandit. Ensuite, sur la présence de Guillaume sur la grande migration du vivant en Afrique du Sud, et pas que de lui, il y a eu Bill François aussi, qui est l'auteur de l'éloquence de la sardine, c'était de dire on a besoin d'autres types d'ambassadeurs pour ces missions. C'est pas des gens qui vont communiquer sur ce qu'on fait, mais qui vont, comme l'a fait Guillaume là, avec beaucoup de tendresse, je trouve, raconter les histoires et notre manière de vivre les histoires. Donc sur chaque mission, j'ai envie, je souhaite emmener 1 ou 2 ambassadeurs qui ne sont pas du tout des ambassadeurs du projet, mais qui vont être l'ambassadeur de la nature et de ces petits moments qu'on va partager ensemble. On peut aussi conseiller à nos auditeurs d'écouter l'excellent podcast Mission Poséidon qu'a fait Guillaume Meurice pour France Inter à l'époque. Et la photographie dans tout ça? Pour qui? Pourquoi? La photographie, pour tout ça, au départ, c'était juste une triche. Mon envie, c'était pas du tout d'aller photographier. J'en avais strictement mais rien à faire, quoi. J'étais pas photographe. Moi, j'avais envie d'aller plonger. Ce que j'aime, c'est de toute façon toujours, hein, ce que j'aime, c'est d'aller sous l'eau et de découvrir des trucs sous l'eau ou de passamment. Parce que dès qu'on est sous l'eau, il se passe quelque chose de nouveau. On peut c'est inimaginable, en fait, ce qu'il s'y passe. Et la photo, c'était un peu le laisser-passer pour avoir le droit de tout faire un peu comme je souhaitais sans qu'on m'emmerde. Vraiment, c'était ça. Et il y a eu cette rencontre extraordinaire. J'ai commencé la photo, j'étais une catastrophe. Je les ai encore, hein. Je les ai gardés. Je me suis dit, voilà, je les mets au coffre. Et puis des fois, je me dis non, je vais les détruire. Il faudrait pas que ça sorte ça un jour. Mais là, tu parles quoi, sur Terre ou non, mais déjà les deux. Sur Terre, je sais toujours pas en faire. De toute façon, moi, je sais sous l'eau. Et c'est la rencontre avec Pascal du Figaro. Qu'on a entendu tout à l'heure. Et Pascal m'a donné ce laisser-passer en me faisant confiance, des fois à ses dépens. Ça lui a coûté cher parfois, mais à l'époque, le Figaro avait beaucoup d'argent. Et je partais, je ramenais rien, c'était catastrophique. Et il me disait, bon, allez, rentre chez toi. Reviens dans quelques semaines et on rediscute. Et puis je revenais avec un nouveau projet, il me dit tu peux y aller. Et je partais faire des photos. Et donc il m'a appris ce travail photographique qui m'a ouvert les portes de sous-marins nucléaires, parce que je voulais faire ça un jour dans ma vie et embarquer avec tout cet équipage incroyable du Saphir et faire d'autres missions où les lieux étaient inaccessible et il fallait avoir quelque part un commanditaire célèbre ou important et qui était le Figaro Magazine à l'époque pour pouvoir accéder à ces lieux-là. Donc c'était extraordinaire. Et tout ça, tu t'es formé en autodidacte pur? Oui, je me suis formé en autodidacte. Je passais mes soirées du jeudi soir à Paris avec Pascal Bessaoud au Figaro où on projetait tous les grands photographes parce qu'ils recevaient les diapos et je devais apprendre. Et donc, en fait, il me passait les carousels. On était tous les deux dans la salle de projection au 7e étage. Il me passait les carousels
Et à la fin, il fallait monter le sujet. Et donc, il me demandait de monter le sujet. Donc, je montais les sujets des plus grands, et qui n'étaient pas forcément achetés derrière, mais en tout cas, je travaillais dessus. Donc, je voyais en avant-première des images et des sujets exceptionnels. Je pense notamment où j'avais été marqué par le travail à l'époque de Patrick Robert, pour moi, qui était un génie du news. Et quand il revenait je me rappelle quand il revenait de Sierra Leone, c'était juste sublime. Et puis après, il y a eu tout ce travail avec oui, d'apprentissage où on m'emmenait à Visa pour l'image, où on m'emmenait dans les grands festivals pour apprendre et regarder les autres. Et c'est en regardant les autres, c'est beaucoup en regardant les autres que j'ai appris et que je continue à apprendre et à comprendre. Mhm. Et comment tu fais pour... à quel moment plutôt tu sais que tu tiens une bonne image? Est-ce que ça se passe directement sous l'eau au moment où tu l'as fait? Ou est-ce que ça se passe sur terre, à tête reposée, avec un peu de digestion, entre guillemets, tout ça? Non, c'est immédiatement. 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 Une fois que j'ai appuyé, je sais que l'image est... Je sais que je l'ai, en fait. Je peux pas te l'expliquer, mais je sais que je l'ai. Ça depuis combien de temps? C'est récent ou... Non, non, parce que c'est au moment où j'ai commencé à avoir un petit temps d'avance sur ce qui allait se produire, en fait, à comprendre en fait que j'étais de mieux en mieux dans mon environnement marin. Est-ce qu'il va y avoir des photos quand même dont tu vas être plus particulièrement fier? Là, je repense à cette photo complètement dingue où on voit deux fous du Cap plonger autour d'un gars en bouteille. Oui. On dirait de l'IA presque, enfin, de l'intelligence artificielle. C'en est Alors, pas. C'en oui, est pas. on se doute bien que ça n'en est pas, Mm. mais quand on la voit, elle est tellement forte, cette photographie. Est-ce que, je sais pas, elle fait partie d'un petit best-of que tu as comme ça? Ouais, elle est bien celle-là. Ouais, elle est bien, ouais. Elle est bien. Et on s'est bien marré, quoi. Et on raconte une histoire. On raconte l'histoire de cette grande migration. Steven, Surina, c'est un caméraman qui travaille dans mon équipe. Et il s'est retrouvé d'un coup, voilà, il y avait une attaque de fous du Cap qui venaient piocher autour de nous les sardines. Je m'éloigne de lui, le phénomène se ralentit un peu, et puis à un moment ça redémarre, et autour de Steven, il y a ces oiseaux qui arrivent et qui l'escortent, les ailes ouvertes, voilà. Et Steven, qui est un super plongeur, avait une très belle attitude dans l'eau, donc voilà, merci aux oiseaux, merci à Steven. Moi, j'ai juste appuyé sur le bouton, et vachement merci à Sony. Et du coup, je me corrige, j'ai dit image, c'est donc une photographie, naturellement. Ah bah là, c'en est une, ouais. Ouais, vraiment. Alors, on l'a évoqué à travers ton parcours en début d'émission. Tu as l'habitude de monter des projets de très grande envergure avec One Ocean, dont tu fais partie des créateurs et qui porte les valeurs de l'UNESCO. Mathieu Guevel, directeur de communication à l'UNESCO, nous explique l'importance de cet engagement et ton rôle en tant que photographe qui consiste à rendre visible l'invisible. L'UNESCO et la Fondation One Ocean ont établi un accord de coopération depuis plusieurs années maintenant qui vise à renforcer et à éclairer le travail de sensibilisation scientifique de l'UNESCO sur l'océan. L'UNESCO a énormément de chercheurs, l'UNESCO a énormément de travail, de recherche scientifique sur la préservation de l'océan, sur les écosystèmes marins et sur l'urgence à les protéger. Et l'UNESCO cherche à s'associer à des artistes, à des photographes, à des vidéographes qui sont capables de mettre ces chiffres en images et qui sont capables de raconter des histoires. L'océan, bien évidemment, pour l'extraordinaire majorité de la population mondiale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et c'est pourtant quelque chose dont on dépend. Donc il faut faire ressortir l'invisible, faire ressortir ce que l'on ne voit pas suffisamment. Et le travail d'Alexis Rosenfeld est assez unique en ce sens. Il y en a d'autres, mais le sien en particulier est vraiment puissant. Qu'il s'agisse de raconter la plus grande migration du vivant au large des côtes est de l'Afrique, ou qu'il s'agisse d'explorer la fragilité des coraux, et aussi, paradoxalement, comment ils parviennent à
à résister à des phénomènes de réchauffement particulièrement inquiétants. Qu'il s'agisse d'alerter sur les phénomènes de tsunami dans la Méditerranée, qu'il s'agisse de sensibiliser à l'existence des forêts sous-marines. À chaque fois, la fondation One Ocean est au rendez-vous et Alexis Rosenfeld rapporte de missions d'exploration des images de toute première qualité, qui sont non seulement importants pour l'UNESCO dans son travail de communication, mais aussi pour les scientifiques de l'UNESCO et de la commission océanographique intergouvernementale qui regardent ces images et qui les intègre dans son travail de sensibilisation et de recherche. Donc, on a là, que ce soit pour monter des petits films, que ce soit pour proposer des documentaires, que ce soit pour monter des expositions, ou que ce soit pour monter des opérations de sensibilisation à plus grande échelle, un matériel visuel de tout premier ordre. Quand on sait en plus que les coulisses de ce travail sont intéressantes à raconter, parce que Alexis Rosenfeld utilise, là aussi, avec d'autres, mais y compris lui, des appareils de dernière génération, des drones ou des caméras téléguidées qui descendent à des grandes profondeurs, à plus de 1000 mètres, ou des propulseurs qui permettent de suivre des animaux dans le respect des écosystèmes marins. On arrive évidemment à faire ouvrir les yeux sur les réalités de l'océan, et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour l'UNESCO. Tu peux nous parler un peu de One Ocean, du Il coup? connaît bien le dossier, Mathieu Guevel. Il n'a pas trop hésité quand on l'a interviewé. Hein. Il bute pas trop sur les mots. One Ocean, c'est un projet d'exploration. J'ai lancé avec l'UNESCO en 2018, au moment de l'année internationale pour les récifs coralliens. C'était vraiment le début de la collaboration avec cette grande maison. L'idée, c'était de parler des coraux et des services rendus par ces récifs coralliens à travers le monde sur ce qu'ils pouvaient apporter à l'humanité. Et la suite a été assez évidente quand on a reparlé de la décennie des Nations Unies pour les océans. Qu'est-ce qu'on pouvait construire ensemble? J'ai proposé ce projet One Ocean, qui était un projet d'exploration. Et l'idée, c'était, voilà, ce que dit Mathieu Guevel très bien, l'idée, c'est de rendre visible l'invisible. Et ça, c'était quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut protéger que ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Et l'idée, c'était, à travers différentes séquences, au cours des années, raconter les histoires de l'océan, revisiter l'océan. Alors, tout simplement, reprendre cette notion d'exploration dont on parlait tout à l'heure, et de dire, depuis les années Cousteau, qui sont loin maintenant, aujourd'hui, avec ces caméras ou appareils photo, les Alpha One dont je parlais tout à l'heure, je peux photographier des choses que je ne pouvais pas photographier avant. Avec les recycleurs, ces appareils respiratoires qui nous mélangent nos gaz, nous préparent nos gaz, on peut aller bien plus profond, bien plus longtemps. On peut faire des veilles ou des affûts, comme on fait des affûts au Tibet ou dans les forêts pour observer des animaux, parce qu'on a du temps. Et cette évolution technique et technologique nous permet de réexplorer des zones déjà connues avec un autre regard, une autre attention. Et ça, c'est pour moi extraordinaire de dire, je retourne à un endroit qu'a visité un tel ou que j'ai visité moi il y a quelques années, et de à nouveau pouvoir le raconter différemment en disant, maintenant, je le vois comme ça. Parce que je peux faire cette image dans cette zone sombre où il y a très peu de lumière, et en sortir quelque chose et voir un comportement que je ne pouvais pas voir ou qu'on ne pouvait pas voir avant. Et ça, c'est assez extraordinaire. On va y revenir à l'aspect matériel, mais ce luxe du temps, il t'est peut-être aussi octroyé grâce au soutien de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça apporte? Ça oblige aussi, non? Bien sûr, ça oblige l'UNESCO, c'est super classe. Mais en dehors de ça, c'est une notion d'éthique et de valeur, à la fois dans les missions qu'on prépare, dans la manière dont on les mène, et aussi
la façon de les restituer. On doit raconter des histoires fiables et sincères, et on doit les offrir au plus grand nombre. Et c'est ça, ce lien avec l'UNESCO, qui est je dirais, mon super sponsor. Alors pourquoi le super sponsor? Peut-être pas en termes d'apport financier, mais c'est un super sponsor parce que il représente toutes ces valeurs. Il représente les valeurs toutes les valeurs de l'éducation, de la transmission, de la connaissance, du savoir, du partage. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est un grand sponsor aussi pour moi parce que il n'a pas d'étiquette commerciale. Et ça, c'est vachement facile en fait d'aller quelque part avec cette étiquette UNESCO. Ça m'ouvre énormément de portes, évidemment. Et ça, ouais, voilà, je suis hyper fier de revêtir les habits de cette maison qui est pour moi la maison de l'humanité. Il faut juste, l'idée cette idée, je l'ai depuis longtemps de collab avec l'UNESCO. Je savais pas le cheminement, je savais pas comment arriver à l'époque à l'UNESCO, et c'est quand Yann Arthus Bertrand avait commencé sa Terre vue du ciel, qui était à l'époque sponsorisée par l'UNESCO et par Fujifilm de mémoire. Et je me suis dit, mais c'est génial qu'il fasse ça sur Terre, Yann Arthus, et un jour il faudra le faire sous l'eau. Donc c'est à lui que je dois un peu la petite idée du départ. Il y a eu beaucoup d'influence. C'était le premier influenceur photo, Yann Arthus Bertrand. C'est impressionnant le nombre de photographes qui ont emboîté. À l'époque. Ouais, à l'époque, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Est-ce que tu peux nous parler du projet La Grande Migration du Vivant pour qu'on comprenne bien de quoi il retourne? Ah oui. La Grande Migration du Vivant, c'est parti d'une annonce. Je crois que c'était un commentaire ou un post de Claire Nouvian chez Bloom sur le risque de forage sur la côte est africaine. C'est une zone terrible en termes de météo, de courant et de tempêtes. Toute la partie sud et la partie... le Mozambique, canal du Mozambique, le canal du Mozambique, le sud du canal, le grand sud du canal. On est sorti du canal du Mozambique, on est sur la côte sauvage d'Afrique du Sud, et les grands majors pétroliers dont Total prévoyait de forer à 1000 mètres de profondeur dans des conditions extrêmes, ce qu'ils n'avaient jusqu'alors jamais fait, et on mettait en risque à la fois toute la biodive et on continuait en fait cette exploitation d'énergie fossile. Il y avait quelque chose de complètement indécent à ça. Moi, avec le projet One Ocean, je m'étais dit qu'est-ce que je peux faire? Je vois ça, j'en parle autour de moi, et je dis, moi, je peux le raconter. En fait, je peux raconter cette migration, ce phénomène, cette pulsion animale extraordinaire. Je peux pas me battre contre Total, sauf avec mes petites photos, ou de mettre mes petites photographies au service d'eux. Mais j'ai pas le pouvoir d'un Greenpeace ou d'un Bloom ou d'une autre organisation comme celle-ci. Donc je me suis dit, on va faire un travail de constat, et on va aller expliquer, montrer ce qui est cet endroit exceptionnel et le danger auquel il fait face. Et tu sensibilises aussi beaucoup en montrant la beauté, forcément. Tout à l'heure, Guillaume Meurice a parlé du Sardine Run. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ça s'imbrique, ça, dans la migration du vivant? Oui, c'est cette grande migration. Moi, j'ai voulu l'appeler la grande migration du vivant parce que c'est la plus grande migration animale qui se produit sur Terre. C'est une migration de sardines qui part... qui naît au sud de l'Afrique, vers le Cap. Il y a deux zones où cette naissance de sardines, et elles vont remonter le contre-courant à Goulas, toute la côte est africaine, et circuler quasiment jusqu'au Mozambique, et elles sont poursuivies, ces sardines, ces milliards et de milliards de sardines. C'est des bancs qui sont énormes. Vu du ciel, on dirait un serpent. Noir, tellement il est dense et il est grand. Et autour de ça, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de dauphins. Il y a 200 000 fous du Cap. Il y a des requins, il y a des baleines. C'est une orgie naturelle
exceptionnel. Et donc, on a été assistés, nous, à la triste fin des sardines. Et et l'idée, c'est de raconter cette pulsion animale hallucinante en allant plonger avec ces animaux et montrer à travers le très beau comment ils pouvaient être mis en danger. Donc on se retrouve dans des histoires avec l'équipe qui sont fabuleuses. C'est-à-dire qu'il faut passer une barre de vagues tous les jours. Bon, moi, je ne me suis pas marré à le faire, hein, mais les autres se sont bien marrés. C'est un truc, je trouve ça absolument terrible parce que justement, c'est peut-être un peu de l'aventure et il y a de l'adrénaline et ça m'a pas plu. Mais il fallait passer cette barre de vagues et on se retrouve ensuite pendant 10-12 heures en pleine mer avec voilà la bande de copains parce qu'en fait c'est une super bande de copains. C'est Thomas Labouras, c'est John Jackson avec qui je fais les 400 coups depuis pas mal d'années. Et Steven, dont on parlait, Armel Louis, qui filme pour nous maintenant depuis quasiment 2 ans et qui fait un travail exceptionnel. Et on est tous ensemble dans cette envie de raconter des histoires extraordinaires. Donc, quand tu parlais tout à l'heure de l'organisation de grandes missions, c'est en organisant des grandes missions qu'on peut aussi raconter des histoires extraordinaires parce qu'on a plus de moyens, on va passer plus de temps et il va nous arriver plus de choses, on va pouvoir raconter plus de choses. Parce que quand on raconte l'histoire du vivant, on raconte notre histoire à nous. Bon. On va parler un peu matos maintenant. Mais oui. Alexis, tu as évoqué l'utilisation de tes boîtiers, des Alpha One, mais qu'est-ce qu'il en est des optiques, des caissons, enfin avec quoi tu bosses sous l'eau? Alors, sous l'eau, je travaille avec des flashs. Je travaille avec des flashs, la plupart du temps avec des flashs sous-marins, qui sont des flashs de chez Sicam, encore aujourd'hui, qui ont une très belle lumière et qui me permettent de flasher à grande vitesse. Ça m'intéresse beaucoup. En optique, alors, en optique, j'étais là presque tout le temps. Je suis pas un bon client pour vous pour ça parce que je suis très monomaniaque en fait. Je n'utilise pas grand-chose. J'ai beaucoup de matériel, mais c'est souvent beaucoup le même matériel et au cas où. Moi, j'aime bien le au cas où, toujours le plan B. Donc, j'ai toujours au cas où un deuxième caisson qui est prêt. On a aussi du film. Donc, quand on a un caisson avec des alphas, on va filmer. Dans les missions, c'est souvent 4 Alpha One, 2 A7S3. En optique, je suis en 16-35. Ok. Sur les deux versions du 16-35 de G-Master, ouais. G-Master, hein, le 1 et le 2. Aujourd'hui, on fait développer les caissons. C'est ce qui est en train de se passer. On a un nouveau caisson 1000 mètres qui va sortir dans présenté à Amsterdam que j'ai présenté à l'IBC à Amsterdam. Alors, parle-nous un peu de ce Exactement. caisson. Ça, c'est une idée saugrenue. Et, Encore une. Oui. Mais on peut vivre qu'avec des idées saugrenues, je crois. C'est bien d'arriver à transformer ces petites débilités du cerveau en réalité. Ça permet de se marrer et puis de créer des choses extraordinaires en équipe. L'idée de ces questions, c'est toujours cette phrase rendre visible l'invisible. On pourra protéger les grands fonds que s'il y a des décisions politiques fortes et que si on motive les gens à aimer ces grands fonds et à leur faire voir ce qui s'y passe. Cette caméra 1000 mètres, alors il y a une version pour l'Alpha One et une version pour la Burano, qui est une des grandes caméras de chez Sony. Est développée dans un système de caisson qui avait été mis en œuvre au départ pour un télescope abyssal pour aller capter les neutrinos. Donc, on a récupéré cette technologie avec un ingénieur qui bosse avec nous et on va piloter cette caméra ou cet appareil photo soit sur un ROV, c'est un robot télécommandé, soit sur un sous-marin habité. Et on a juste un câble Ethernet qui nous ramène l'ensemble des données, qui nous permet de donner des ordres
SDK, je crois que ça s'appelle, hein, c'est le système Ouais. de pilotage Ouais, pimpé, voilà, ouais. exactement. Et donc, on a une interface qu'on crée pour nous, on a un retour image et je peux être sur mon 1635 ou sur une autre optique à faire un point, à faire un changement de point, à travailler sur un zoom, maintenant parce que les optiques sont motorisées chez Sony, ou à changer l'ensemble des paramètres de l'Alpha One. Et c'est extraordinaire. Donc, en poussant un peu l'idée, on va aussi mobiliser une autre lumière, c'est-à-dire on va détacher une lumière. Ce qui est compliqué sous l'eau, Parce qu'à 1000 mètres, il n'y a pas de lumière, on est d'accord. à 1000 mètres, il y a zéro lumière. Voilà. C'est le noir absolu. Sauf si on croise peut-être un petit poisson lanterne, mais ça, C'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Donc la lumière, ça sera de la lumière HMI, qui sera, je l'espère, portée par un autre robot pour pouvoir faire des éclairages indirects et ce qu'on cherche sous l'eau. Et tout ce projet de développement a été en partie cofinancé par Sony et par le CNC. Ah oui, tu obtiens des subventions pour ça. Là, c'est presque Bien un sûr. projet cinématographique, mais c'est génial. Mais ce que tu disais tout à l'heure, et c'est hyper intéressant et vertigineux à la fois, c'est que du coup, tout cela, tu peux retourner en fait d'année en année sur les mêmes lieux qui ont déjà été explorés, mais tu les vois différemment, quoi, au Oui. gré des technologies. Et ça, c'est complètement dingue. Alors, je les vois différemment au gré des technologies et de ce que nous offre la nature et de ce qu'en fait l'homme aussi, parce que il y a des endroits où ça a été assez admirable. Je pense notamment à la réserve naturelle du Cap-Roux, où nous, c'est pas notre technologie qui a eu à avoir c'est pas la technologie qui nous a permis de voir le changement. C'est des zones qui ont été protégées et on a pu y retourner parce qu'il y a eu une forte prise de conscience et de protection de ces zones-là. Mais la technologie va nous permettre d'aller voir des choses qu'on n'a jamais vues et c'est ce qui va se passer à 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres de profondeur. Oui, ça c'est pas que nous. Et juste quand on voit des photos making-of, il en parle. Mathieu Guevel, dans son témoignage, il parle des making-of, c'est très spectaculaire, parfois l'attirail, avec des bras dans tous les sens. Comment ça se passe sous l'eau? Comment vous bossez en équipe? Et comment, par exemple, sur un sardine run, comment vous vous positionnez? Tu disais 10-12 heures dans l'eau, vous êtes à quelle distance de la surface et vous vous coordonnez comment les Sur uns les la autres? grande migration du vivant, on passe 10-12 heures en mer. Dans l'eau, non, parce que dans l'eau, c'est à chaque fois des petites incursions qui sont extrêmement surveillées par les gens qui nous font la surface. Les courants sont très forts. C'est des courants des fois de 4-5 nœuds. Donc voilà, on est vite perdu. Donc il y a une attention particulière à notre sécurité et on essaye de faire des rotations pour pas se gêner, de pas trop mélanger les photographes avec les vidéastes. Ils sont pas copains, ils ont jamais été et ils ne seront jamais copains. Pas besoin de nous convaincre de ça. Voilà. Donc on essaye sauf si on a besoin d'être filmé, on essaye de pas trop mélanger ça. Et ensuite on a des observateurs, c'est des gens qui vont repérer pour nous le phénomène, savoir s'il y a une nécessité d'aller à l'eau ou de pas aller à l'eau. Et ensuite il y a tout cet attirail que vous voyez sur les images, qui effectivement est impressionnant et qui des fois nous oblige à embarquer une 50aine de kilos pour une seule plongée. Alors, quand on échange avec les personnes qui gravitent dans ton entourage, il est beaucoup question de passion te concernant, mais aussi d'engagement et même de combat. Claire Nouvian, fondatrice et directrice générale de l'association Bloom et militante écologiste, porte cette voix. Elle explique pourquoi tes images sont d'une importance cruciale pour éveiller les consciences et ne pas oublier tous les phénomènes qui menacent actuellement les fonds marins. Alexis Rosenfeld est vraiment l'un des plus grands photographes sous-marins qui soit vivant aujourd'hui, sans aucun doute. Son travail, d'un point de vue artistique, est vraiment spectaculaire. Mais aussi, je pense qu'il a une contribution qui dépasse la seule performance artistique, puisqu'il est immergé, au sens propre, dans le milieu marin et en étant témoin direct de ce milieu qui change, qui est bouleversé par nos pratiques, par la destruction qui est générée par toutes nos activités humaines.
il a vraiment la capacité de mettre en image, d'une part, la beauté d'un monde qu'on devrait défendre, d'un monde animal qui a des interactions complexes et riches dans son milieu, mais aussi la fragilité de cet environnement-là. Et ces changements, par exemple, ce travail sur le blanchissement des coraux, en fait, ça permet quand même de voir en image les pertes qui sont les nôtres. Donc, sa contribution, ouais, elle est vraiment d'une importance capitale parce que on oublie, on a tendance à tous, en fait, on a tendance à subir, tous autant qu'on est, le phénomène de shifting baseline, c'est-à-dire de glissement de paradigme, et donc de souffrir d'une amnésie collective qui s'installe, non pas du jour au lendemain, mais progressivement dans la durée. Et donc, on a oublié ce qu'étaient des océans abondants, avec une vie en profusion, en termes de richesse de la biodiversité, mais aussi de biomasse, ces volumes qu'il y avait de poissons, de mammifères marins, de coraux, d'herbiers, etc. Toutes ces forêts animales qui devraient aujourd'hui encore caractériser l'ensemble de nos fonds marins, que ce soit des coraux d'eau froide, des coraux d'eau tempérée ou des coraux d'eau chaude. On devrait avoir partout autour de nous ces forêts animales sous l'eau. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des résidus de cela qu'on conserve par endroits dans leur intégrité, et que quelqu'un comme Alexis Rosenfeld photographie et nous rappelle ce que devrait être un océan sain, un océan en pleine santé. Et ça nous donne non seulement une photographie un peu de ce qu'on doit atteindre, mais c'est comme si on avait une petite fenêtre sur le passé et qui nous donne le point d'horizon de là où on doit aller. Et de ce point de vue-là, je pense qu'une contribution aussi importante d'un point de vue photographique a une dimension un peu militante. Juste pour prolonger le témoignage de Claire Nouvian, lundi 30 septembre, lundi dernier, il y a un rapport de l'Observatoire européen Copernicus qui a indiqué que le rythme de réchauffement des océans a presque doublé depuis 2005. Quand tu entends tout ce que dit Claire, qu'est-ce que tu ressens et comment tu vois, toi, toute cette évolution depuis tes premières plongées en scaphandre jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis touché d'entendre Claire raconter le travail d'Alexis Rosenfeld. Ça me... Un des plus grands photographes. Non, mais ouais, n'en jetez plus. c'est une référence. Elle parle pas au passé en plus. Non, non. Merci Claire de parler de moi au présent. Oui, c'est touchant. Ce que je pense, c'est le paradoxe qui est hyper complexe et je ne sais pas comment l'être humain peut être aussi tordu pour avoir autant d'informations de gens qu'on a entendus ici. Et je pense à Claire, mais aussi à Françoise Gail, qui était au début, qui est quand même en collaboration étroite avec le GIEC. Qui sont des scientifiques. Là, clairement, aujourd'hui, la science, c'est pas une opinion, ce sont des faits. Et qu'on n'arrive pas à transformer cette conscience du pouvoir politique à des décisions évidentes. Et ça, pour moi, c'est fou, quoi. C'est quand, ma mobilisation, elle est sur cette transformation de conscience et de dire que ma petite contribution, c'est ces photographies pour à la fois pour marquer l'histoire, mais aussi pour aider à bastonner et à embarquer les gens. Mais je sais, franchement, je me sens de plus en plus perdu et je ne sais pas comment faire quand j'entends ce rapport Copernicus ou des phénomènes naturels de plus en plus puissants ou des décisions politiques où on retire un ministère de l'environnement. Ou je ne sais pas, je trouve ça affolant. On a des crimes contre l'humanité. Si on rentre dans le concret, tu peux par exemple nous parler du phénomène de blanchiment des coraux? Oui, alors moi je suis pas chercheur, mais je me suis intéressé parce que
C'est surprenant. Moi, j'aime bien le corail. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu nous fais chier avec ton corail? C'est vrai que t'en parles beaucoup. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. Et c'est un être qui est supra bizarre parce que il est. En fait, c'est le seul sur Terre qui est à la fois minéral, végétal et animal. Donc et c'est le seul animal, ou c'est la seule entité vivante qu'on peut voir de l'espace. Je trouve ça génial. Donc voilà, moi j'aime le corail. Puis il y a tellement de formes, tellement beau. Voilà, c'est un truc extraordinaire qui apporte énormément à l'humanité sur la fabrication des médicaments. On va chercher des molécules dans ces récifs coralliens. Il protège les côtes de l'érosion. Il apporte aussi le récif corallien énormément il fait vivre en protéines beaucoup de zones insulaires, etc. Il y a des services rendus qui sont vraiment importants pour l'humanité et sans coraux, ça va être compliqué de continuer. Et puis j'aime bien aussi parce que le corail, c'est les découvertes. Et on s'aperçoit là, récemment, que ces coraux qu'on croyait exister entre 0 et 20 à 25 mètres, ou peut-être un petit peu plus, ils existent vachement plus profonds. On en a retrouvé en Polynésie ou dans d'autres endroits à plus de 100 mètres de profondeur. Et on a moi j'ai une collaboration avec la chercheuse Laetitia Edouin, qui est une spécialiste, ou la grande spécialiste des récifs coralliens et des coraux, qui en parle merveilleusement bien et qui travaille sur des zones qui seraient des zones extraordinaires où des coraux résistent au réchauffement climatique. Donc, j'ai accompagné sur plusieurs missions pour être le passeur de ces histoires scientifiques. Et c'est des projets qu'on a montés sur plusieurs années. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur ce petit endroit du Pacifique où des coraux résistent au réchauffement climatique. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est scientifiquement extraordinaire. Et j'ai envie de raconter les histoires de cette extraordinaire capacité de la nature à survivre. Et c'est le réchauffement climatique donc qui fait que les coraux se meurent. Oui, c'est pas que le réchauffement climatique, mais c'est aussi le réchauffement climatique qui fait que cette zooxanthelle, cette microalgue qui vit dans ce squelette, ne supporte plus et est éjecté, le corail blanchit. Et si le stress que subit le corail n'est pas soustrait, il meurt. Une autre victime du réchauffement et notamment du réchauffement de la température de l'eau en mer Méditerranée, ce sont les forêts de Gorgone. Et on parle de déforestation. Alors bon, ça peut paraître bizarre quand on n'est pas trop familier de tout ça. On se dit quoi, une déforestation en mer Méditerranée? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Parce que les images sont terriblement belles en fait, alors que tu montres quelque chose qui est plutôt de l'ordre du tragique. Alors, ce que je montre, non, c'est pas tragique. Non, ce que je montre, c'est chouette parce que la déforestation, elle est laide et elle est présente entre 0 et 30 mètres de profondeur. Et là, on travaille avec Lorenzo Bramanti du LECOP, qui a un laboratoire du CNRS sur ce projet-là. Et l'idée qu'avait Lorenzo Bramanti au début, c'était de dire, si cette partie supérieure de l'eau se réchauffe, la partie en dessous, elle est encore préservée. Et c'est celle-là qu'on va étudier pour comprendre comment cette partie préservée, ce refuge profond, va peut-être permettre de faire revivre la partie supérieure de la Méditerranée. Et donc nos plongées, elles sont assez profondes parce qu'on étudie la zone profonde sous ce bouclier thermique qui est la surface. Un mot sur le plastique, tu en parles, tu en vois? On en voit, oui. On en voit tous du plastique. Oui, non, mais c'est un sujet qui a été pas mal, je trouve, je sais pas comment raconter ça. En fait, ce qu'on ne voit pas et ce que nous, on voudrait faire voir, c'est le plastique profond.
et dans mon projet, dans les prochains mois, c'est d'aller dans ces zones profondes qui sont devenues de véritables décharges, mais à des profondeurs inaccessibles, à plus de 1000 mètres de profondeur. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer le paradoxe de cette communication. On doit absolument chacun ramasser son petit bout de plastique sur les plages, qui est, c'est super, ça donne bonne conscience, ça permet de faire avancer les choses, et notamment l'éducation de certaines personnes. Mais une fois que le plastique est en mer, il coule, et il ne reste qu'1 ou 2% en surface, tout le reste est au fond. Et puis il y a tout ce qui est ingurgité aussi par diverses espèces en mer ou dans les océans. Oui, il y avait une étude là-dessus sur le fait que nous, humains, on ingurgitait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en plastique ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous parler aussi des Nemo Garden que tu as photographié ouais. près de Naples? Ça, c'est complètement fou. C'est J'ai cru que c'était de la science-fiction. Ouais, j'ai adoré faire ce truc-là. Nemo Garden, c'est une boîte qui fabrique d'ailleurs des casques de plongée. Et c'est ceux qui ont fait les masques là, qui ont servi vachement en réa pendant le Covid. C'est eux qui fabriquent ça. Et ils ont monté de l'agriculture sous-marine. Et c'était intéressant en termes, je pense, d'études. C'est super parce que tu es sous l'eau, tu as des cloches transparentes donc qui récupèrent la lumière, donc les UV, et ils plantent sous l'eau. Donc, mais on n'arrose pas parce que l'hygrométrie dans la sphère permet un arrosage automatique. Il n'y a pas de pesticides parce qu'il n'y a pas de bestioles. Et c'était pour peut-être pour aller nourrir les populations dans des pays super arides où rien ne pousse. Alors, tu sembles particulièrement soucieux de transmettre aux jeunes générations. 2 personnes en particulier peuvent en témoigner. Ces expéditions et ces voyages, ça remonte à plusieurs années et à mon enfance, en fait, tout simplement. Parce que j'ai commencé assez tôt à partir avec lui sur des voyages qui étaient loisirs au début. Puis là, ça se professionnalise un petit peu. Et j'ai toujours eu accès, du coup, avec lui, à ses côtés, à ce monde marin. Et il m'a toujours montré les photos qu'il faisait. J'en ai fait pas mal avec lui. Et là, il est en train, justement, de m'apprendre à en faire réellement. Cette notion de partage avec lui et de partage de son expérience, c'est juste incroyable. Cette faculté, en fait, à me transmettre cette passion qui est juste exceptionnelle. Moi, il me raconte ses expéditions depuis que je suis toute petite. Dès qu'il rentrait à la maison, c'était la première chose qu'il faisait. Il venait, il me racontait comment ça se passait. Et moi, dans mes yeux de petite fille, ça me faisait juste rêver. Ça semblait incroyable et ça semblait extrêmement lointain, en fait, loin de ma réalité à moi. Et là, j'ai l'opportunité de pouvoir partir avec lui et de pouvoir voir ça de mes propres yeux. Ça rend son travail beaucoup plus réel. J'ai beaucoup plus conscience de ce qu'il fait, vraiment. Des côtés magiques, mais aussi des côtés très durs du métier. Alors pour moi, Alexis, c'est pas uniquement un photographe sous-marin extrêmement talentueux. C'est aussi, je pense, un mentor à mes yeux. Alors je pense pas lui avoir déjà dit, mais de tous les photographes animaliers que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie, Alexis, c'est vraiment le seul qui m'a tendu la main, qui m'a donné énormément de conseils pour progresser, pour m'améliorer, pour comprendre aussi les rouages du métier. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et pour ça, je le remercierai vraiment jamais assez. C'est un luxe de pouvoir compter sur une personne comme lui quand j'ai des questions. Et je conseille d'ailleurs à tous les photographes qui veulent se lancer un jour d'avoir quelqu'un qui, comme Alexis, a 30 ans de métier derrière lui, pour lui donner des astuces, pour lui donner des conseils. Et en plus de ça, pour le motiver à continuer, à essayer, à tenter dans la photo, à se donner les moyens et à rêver. Parce que Alexis, c'est aussi ça que j'adore chez lui, c'est que il fait pas juste de la photo pour faire de la photo, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Et ça se ressent, et c'est tout de suite pour ça, je pense que ça a matché avec lui. Parce qu'il a dû peut-être voir en moi aussi quelqu'un qui aimait la nature profondément et qui avait juste envie de partager ses rencontres au plus grand nombre. Alors la jeunesse est représentée dans cette capsule par ta fille, Malua Rosenfeld, et le photographe animalier terrestre Hugo Ebb, que l'on a reçu il y a quelques temps également à ces micros pour une émission au coin du feu. Ça te fait quoi d'écouter leur témoignage? Ouais, j'adore.
C'est super touchant. Ça me fait super vieux. Mais bah oui. On Mais sent non, que la transmission, c'est important pour toi. en fait, c'est la base. C'est-à-dire que soit tu fais un travail hyper égocentré et ça a pas de... Mais pourquoi pas? Et ça n'a pas d'utilité. Soit tu décides, et moi, c'est mon souhait d'embarquer du monde. Ou de l'offrir, parce qu'en fait, voilà, j'ai rien à garder. Et Hugo, on s'est rencontrés sur l'émission du WWF, sur le Blue Panda, le navire du WWF. Donc c'était super. C'était super. Il était voilà. Tout son projet sur le Rorcal commun qui a été vu Ah des millions oui, de fois sur YouTube. oui, c'est génial. Ce qu'il a fait, c'est génial. C'est génial. Il a fait ça tout seul. Et c'est courageux. Et il était jusqu'au bout. Puis là, il en prépare un second. Et puis en même temps, il fait ses photos. Puis il fait marcher ses réseaux sociaux qui cartonnent. Voilà, j'admire cette. Ouais, c'est un super relais. Quel genre de conseil tu pourrais donner à un jeune photographe qui aurait envie de se lancer dans la photographie sous-marine? Il faut être un bon photographe, il faut être un bon plongeur, il faut être un peu des deux. Est-ce qu'il y a un petit chemin ou un petit parcours Non, à il faut avoir respecter? envie. Il faut avoir envie. Il faut prendre le temps. Et j'en ai pas de conseils, en fait. Il y a une part de chance qui est évidente, voilà, d'apprentissage technique. Oui, il faut être un bon plongeur, ça c'est sûr, parce que là je vois, on écoutait Malou qui m'accompagne maintenant sur les missions, qui apprend. Elle a quel âge? Malou, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, elle apprend, elle a pris ses premiers appareils photo là sous l'eau pour essayer. Elle va faire là, sur les années qui viennent, plus, je pense, de la lumière et s'armer en plongée sous-marine, ce qui est nécessaire. Mais moi, ce qui m'intéresse chez un jeune photographe ou chez une personne qui veut commencer ce métier, c'est voilà, qu'il sécurise, qu'il apprenne correctement à comprendre son environnement, à comprendre la lumière, à être attentif aux animaux, à être attentif à la biologie. Approche naturaliste, en fait. Oui, c'est une approche naturaliste, mais qui est extraordinaire. On a le temps. On a le temps. Est-ce que tu as des projets en cours en dehors de la grande migration du vivant? Il y a un projet qui débute là pour pas mal d'années, justement, avec Malou, qui s'appelle Un océan en héritage. Et notre idée avec Malou, c'est qu'elle rejoigne l'équipe et qu'elle raconte, elle, ce que moi je suis pas capable de faire, c'est-à-dire de s'adresser à cette jeune génération. Elle a 20 ans, elle a les codes, moi j'ai les codes pour les vieux. Et à nous deux, on devrait arriver à parler à beaucoup plus de monde avec chacun son langage. Et t'as un bouquin qui sort, non, aussi? Ah ouais? Paraît-il. J'ai oublié. Oui, c'est une rencontre, ça. C'est une rencontre géniale. J'ai rencontré une super bande de nanas. C'est les éditions Marie-Claire. Et on a décidé de faire un livre ensemble sur les océans qui sort là ces jours-ci aux éditions Marie-Claire. Bon. Merci Alexis d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous.